Cher Julio, on n'a pas préparé cet entretien, mais il faut que tu parles avec un micro. Tu as le même que moi à peu près. Et donc, on a vécu ensemble cette aventure du Palais de Tokyo, mais c'était qu'une petite aventure par rapport à toutes les aventures que tu as pu vivre avant. Et la première chose sur laquelle j'aimerais t'interroger, parce que j'ai eu l'impression que c'était une des parties essentielles de ta démarche, c'est comment tu as cherché à lutter en permanence contre la passivité du regardeur. Comment est-ce que tu as souhaité que le regardeur fasse le tableau? Mais le regardeur, il n'a été jamais passif. Ils l'ont fait devenir passif en lui montrant des choses dans lesquelles il ne pouvait pas trop réagir. Son regard, il restait derrière, beaucoup de théories, des explications en ce qui concerne l'art contemporain. De sorte qu'il s'est éloigné, il donnait l'impression qu'il ne comprenait pas, mais au fait, il a toujours compris dès qu'on lui présente quelque chose. Le spectateur en général, il a une capacité de regarder, de réfléchir, de comparer, de sortir des conclusions, d'avoir des opinions, et même si on lui donne l'occasion, d'avoir des valorisations entre les différentes choses qu'on peut lui présenter. Quand tu dis que le regardeur n'est pas passif, à un moment donné tu l'as écrit, en fait ce n'est pas passif que tu souhaites, c'est qu'il soit profondément actif, mais pas seulement devant le tableau, mais également dans l'ensemble de sa vie. Et au fond, les trois parties de ton activité, c'est-à-dire faire des œuvres plastiques, esthétiques, faire des œuvres ludiques qui impliquent le spectateur et avoir une conscience politique, sont toutes les trois liées à cette recherche de rendre, qui a consisté à rendre le regardeur, l'être humain, tout simplement d'ailleurs, actif. Comment est-ce que cette activité que tu réclames de l'être humain a aussi un sens politique, et comment est-ce que ce sens politique existe au long de ta carrière? Le point de départ, c'était la réflexion de là où je me trouvais quand j'étais à l'école des Beaux-Arts déjà, même quand j'étais enfant, etc. Vis-à-vis de mon entourage et des choses qui s'arrivaient autour de moi, de ma famille, de la petite ville où j'habitais, ou de la grande ville comme Buenos Aires, et des différentes choses. Et petit à petit, il y a eu des réactions à partir de cette réflexion. Déjà dans les années 50, à l'école des Beaux-Arts, on avait fait une contestation de l'enseignement qui était en partie à cette époque, qui nous a mis en rapport les étudiants une avec les autres. C'est déjà un commencement de dialogue, de réflexion en commun et de projection de désirs. Un des désirs, c'était de venir à Paris, chose qu'on a réussi à faire, un groupe. Et avec notre vie qu'on faisait, des discussions entre nous, on a réussi à faire un groupe de recherche à Paris avec des Français. Alors là, tu arrives à Paris, tu peux nous redire l'année, 58, c'est ça? Voilà. En 58, tu arrives à Paris. En 4 ans plus tard, à peu près, vous créez Le Grave? Non, en 60, déjà en 59, on était déjà ensemble avec les autres. Donc, tu peux redire le nom de tous ceux qui participaient, en dehors de François Morellet, qu'on connaît tous. Les autres, on les connaît parfois moins. Sobrino. Francisco Sobrino, Horacio García Rossi, Joël Stein, Jean-Pierre Ibaral. Les 6 qui nous sont restés au début, il y avait un nombre plus grand. Il y a eu tout de suite une séparation pour différents motifs. Mais on est resté les 6 des années 60, et même avant, jusqu'à 68. Est-ce que tu peux redire quelles étaient les intentions du Grave? Parce qu'au fond, nous connaissons tous un petit peu cette activité ludique, de rue, politique parfois. Quelles étaient vos intentions? Et aussi, quel était le sens de l'anonymat?
Mais l'anonymat, il n'était pas... C'était pas un objectif en soi-même, parce que chacun faisait ses recherches individuellement et on faisait une confrontation, des dialogues. Et petit à petit, on arrivait à des choses collectives qui n'étaient pas signées des noms de chacun de nous, les partis qu'il y avait à l'intérieur, parce que des fois, on n'arrivait pas à savoir qui est-ce qu'il avait fait la proposition, si cette proposition avait été modifiée, transformée par les autres, revenue à celui qui l'avait fait. Et dans ces allers-retours, la proposition changeait, il était plus précis, plus juste. Et c'était plutôt qu'anonymat, c'est du travail collectif. Est-ce que tu as l'impression que cette période, vous étiez très seul à proposer ce genre d'activité, ou est-ce que c'était l'esprit du temps? Est-ce que c'était l'esprit de l'époque? On n'était pas dans une époque très liée à un marché. La valeur physique des œuvres n'avait pas beaucoup d'importance. C'était d'abord une activité, une façon d'être en conscience avec son temps? Oui, je crois que oui, mais d'une façon limitée. Si nous, on a fait notre groupe et ensuite on a trouvé qu'il y avait des groupes à Milan, le groupe T, à Padova, le groupe N. Il y avait des Allemands qui travaillaient ensemble à Munich, il y avait à Düsseldorf le groupe Zero, il y avait l'équipe 57 en Espagne. Alors, Equipo 57, groupe Zéro, est-ce qu'il y avait des correspondances entre vous? Par exemple, le groupe Zéro avait des orientations qui étaient extrêmement proches, même formellement, travail avec la lumière, travail avec le jeu, travail... Oui, mais il y avait des différences quand même avec le groupe Zero. Le groupe Zero, c'était un peu la prolongation d'une attitude où il y avait une tendance à donner de l'importance à la personnalité. Et c'était un groupe qui était constitué par 3 en permanence, Otto Pin, Mack et Ucker. Mais des fois, ça devenait beaucoup plus grand parce qu'ils invitaient d'autres. Fontana avait été invité par eux, par exemple. Il y en a beaucoup. Des fois, c'était 20. Une exposition groupe Zero, il y avait 20 artistes de différents pays qui les invitaient par approximation. Mais nous, on n'était jamais avec eux. Mais vous n'étiez jamais avec eux parce qu'ils ne vous ont pas invité, ou parce que vous n'aviez pas envie du tout d'être avec eux, ou parce que vos points de vue théoriques étaient très différents? Je crois qu'il y avait des différences, mais en même temps des similitudes. Je les aimais beaucoup, ces 3-là, et les autres qu'eux, ils invitaient aussi. Mais nous, on a constitué un groupe plus grand, il s'appelait La Nouvelle Tendance, dans lequel l'Einsmack du groupe Zero, il a fait partie à un certain moment. Et il avait une prédisposition entre ces composants de la Nouvelle Tendance, une prédisposition au dialogue. Et dans beaucoup de ces artistes, il y avait dans les groupes aussi une tendance à un travail collectif, ou avancer dans des expériences. Je crois que oui, c'était un peu de l'esprit de l'époque, de faire des installations. On ne l'appelait pas installation, on l'appelait ambientation dans ce moment-là. Mais il y avait toutes sortes d'expériences avec de nouveaux matériaux, de nouvelles idées, de nouveaux concepts, des essais dans des différentes expositions qu'on faisait ensemble. Et alors, est-ce que ce moment collectif, ce moment intense, a continué à nourrir ton œuvre? Au fond, peut-être, est-ce que tu peux nous dire comment le groupe a cessé de travailler ensemble et comment est-ce que tu as commencé à avoir une ligne plus individuelle, plus solitaire? Parce que moi, tout seul, je ne pouvais pas faire un groupe avec moi-même et rien d'autre. Pourtant, tu as des personnalités multiples. Nous, on a travaillé ensemble jusqu'à l'année 68. On avait un programme de faire une sortie à la France avec un vieux autobus, établir des contacts dans l'esprit de la journée qu'on avait fait à Paris, la journée dans la rue. Mais les événements de mai... Tu as été exilé en mai 68. On t'a exilé en mai 68. Tu as été chassé de la France. Oui, par une partie de la France. Pas par toute la France. Non, pas par toute la France. Non, j'ai dit, voilà, et
notre proposition, c'était minuscule en rapport avec les réveils qu'il y a eu à tous les niveaux de la société française en 68, pas seulement les étudiants, mais les grèves, occupations d'usines, des prises de la parole partout. Et alors à ce moment-là, chacun de nous a participé à ces situations-là comme il l'entendait. Entre 60 et 68, alors 68 c'est un moment sur lequel on va revenir, mais entre 60 et 68, il y avait simultanément l'activité du Grave et simultanément l'activité de Julio Leparc, artiste individuel qui exposait dans le monde entier et en particulier dans ce fameux épisode de la Biennale de Venise de 66, où tu as été Grand Prix. Oui. Donc tu avais pas seulement l'activité Grave, tu avais l'activité Grave et l'activité Julio Leparc. Mais chaque membre de notre groupe, c'était dans la même situation. On travaillait individuellement, on se réunissait, on aspirait à des travaux collectifs qu'on a fait plusieurs fois, mais chacun menait sa recherche en confrontation permanente. Moi, j'étais invité par l'Argentine à participer à la Biennale de Venise. Eux, ils n'ont pas été invités par la France, ou Sobrino peut-être pour l'Espagne, mais c'est resté comme ça. Et pour nous, chaque occasion qui s'est présentée pour pouvoir montrer nos expériences à titre individuel ou collectif, on essayait de les profiter pour voir cette confrontation avec un public, avec des gens qui allaient passer soit à la Biennale, dans des galeries ou dans d'autres expositions. Et sinon, quand on a eu l'idée, on était allé les chercher dans la rue. Alors il y a une chose que le public peut-être plus jeune ne sait pas, c'est que l'activité que tu avais à ce moment-là était déjà une activité très internationale. Pas parce que tu étais un Argentin à Paris, mais parce que tu exposais à New York, que tu exposais en Espagne, en Allemagne, et que tu étais donc déjà dans une situation internationale. On ne se rend pas compte peut-être aussi que quand il n'y avait pas l'importance que les galeries internationales, le marché a aujourd'hui, il y avait déjà pourtant une énorme circulation des artistes dans tous les pays et que vous n'arrêtiez pas en fait d'avoir des échanges. Parmi les échanges curieux et les moments curieux de ces années 60, je voudrais que tu nous racontes à la fois l'intérêt et l'effet qu'a eu l'exposition à laquelle tu as participé au Musée d'Art moderne de New York en 65. L'exposition s'appelait Op Art. Oui, l'exposition sur l'Op Art, oui. Op Art. Op Art, exactement. Oui. Et donc, Sensitive Eye. C'est quoi? Sensitive Eye. Oui, je crois qu'il s'appelait comme ça, oui. en allemand. Voilà, et donc, en allemand. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il y a eu un scandale à l'occasion de cette exposition. Il y a un directeur du musée, le MoMA, oui. Il s'appelait William Seix, je crois, si je prononce mal, qui a eu cette idée. Il a vu qu'il y avait une grande effervescence en Europe de ces tendances au part, et un mouvement aussi, la lumière. Alors, il a décidé de faire dans son musée une première exposition qu'il appelait, il avait ce nom que tu dis, mais en général tout le monde l'appelait Op Art, en parallèle à Pop Art. C'est Pop Art, Op Art. Est-ce que tu peux dire, parce que vous allez voir, c'est assez intéressant et important, ça a des conséquences fortes. Ça a des conséquences fortes et ça permet de poser des problèmes aujourd'hui que le travail de Julio pourrait soulever, en tout cas qui pourraient nous intéresser. Pendant cette exposition, j'aimerais bien que tu nous rappelles quelques-uns des artistes qui étaient dans cette exposition et que tu nous dises quel a été le problème. Parce que j'ai eu l'impression que le problème, c'était le succès. Alors d'abord, qui était dans cette exposition ? Mais il y avait la plupart des artistes qui travaillaient à la nouvelle tendance, les artistes géométriques d'Europe, il y en avait des latino-américains, etc. Mais il y avait très peu de nord-américains. Alors en Amérique du Nord, depuis longtemps, il y avait une espèce de, pas tribunal, mais d'organisation qui établissait les lignes idéologiques de la politique et qui devait faire l'Amérique du Nord vis-à-vis du monde entier. Et ils avaient trouvé aussi que dans la culture et dans les arts plastiques, eux,
les Américains devaient être aussi les premiers au monde. Et quand ce directeur William Say du MoMA a organisé cette exposition, ils l'ont demandé, mais où sont les artistes nord-américains dans cette exposition? Il n'y avait presque pas. Ils sont allés chercher des élèves d'Albert, qui était un professeur à New York, pour mettre quelques-uns, etc. Mais la deuxième exposition qu'il avait programmée, c'est la première, pas la deuxième, c'est Lumière et Mouvement. Alors on l'a dit, la deuxième, toi, tu ne la fais pas et tu es fini, tu n'es plus le directeur du musée. Alors, ce qui s'est passé, que tu ne racontes pas, c'est que cette exposition a eu un succès extraordinaire. C'était une des expositions les plus visitées de l'histoire du MoMA à cette période-là. Et que le scandale venait de là. C'était en partie d'être considéré comme une exposition trop facile, à succès, qui enlevait la distance critique des visiteurs et qui faisait qu'il y avait une adhésion immédiate des visiteurs aux effets de l'œuvre. Ce qui m'intéresse dans cette exposition, c'est que cette critique, si elle est étrangère, elle ne ressemble pas à la critique qu'on te fait aujourd'hui, mais elle ressemble beaucoup aux raisons pour lesquelles il y a une admiration pour ton travail aujourd'hui, c'est-à-dire l'implication physique du spectateur. Est-ce qu'il y a une façon de considérer que cette implication physique du spectateur, que cet accueil que l'œuvre fait du spectateur, que le succès lié à la stupeur, de l'effet, est critiquable? Est-ce qu'on pourrait considérer ça aussi comme un défaut? Je crois que par les expériences ou les œuvres qui étaient exposées dans cette exposition, ça mettait en évidence qu'il y avait une autre façon de s'approcher des gens, du public. Plus simple et plus direct, avec moins de théories, moins d'explications, qui les laissait un peu de liberté de se contacter avec les expériences. Et d'une façon, sans les vouloir, peut-être ça mettait en question tout le reste qui existait, qui avait besoin des explications. Il y avait besoin d'éduquer le public, il y avait besoin de conditionner le public pour qu'il accepte certaines choses qu'il peut-être il n'aimait pas. Et à ce moment-là, c'était facile de discréditer cette exposition pour maintenir les critères anciens où les intermédiaires, les galeries, les critiques d'art, les historiens d'art, les collectionneurs, etc., avaient un rôle prédominant pour l'appréciation des œuvres qui étaient dans cette exposition. Il n'y avait pas besoin d'un critique d'art, il n'avait pas besoin de savoir si ça coûtait cher ou pas cher, les œuvres s'exposaient. Il n'avait pas besoin si ces œuvres-là allaient finir dans le musée ou non, et c'était le moment de la visite des gens qui c'était suffisant. C'est une chose assez curieuse qui existe pourtant, qui a existé en Europe presque en même temps, enfin quelques années avant, quand Calder, par exemple, ou bien Tinguely travaillaient avec des formes et des mouvements. Et il y avait une adhésion directe du public, et il y a des expositions chez Denise René dont on pourrait se souvenir, en particulier sur le mouvement, à ce sujet. Et au fond, ces œuvres qui demandaient assez peu d'interprétation, qui faisaient confiance au regard en train de se construire devant elles, sont des œuvres qui donnaient l'impression d'avoir un sens, ou en tout cas une possibilité extrêmement démocratique, comme au fond beaucoup d'œuvres qui sont liées à la physiologie. On pourrait dire que c'est des œuvres qui sont liées en quelque sorte à la physiologie. En Amérique du Nord, au même moment, d'autres artistes, ou quelques années plus tard, d'autres artistes ont travaillé aussi avec ces événements physiologiques. Bobby Irwin, James Turrell, d'autres sont venus travailler sur une sorte d'exploration de la sensation. Est-ce que l'exploration de la sensation reste aujourd'hui dans ton travail un grand sujet, ou est-ce que tu as l'impression de l'avoir surmonté? Est-ce que le passage par la peinture dans ton travail est une façon de quitter la sensation pour en arriver à l'observation, ou est-ce qu'au contraire, la plongée vers d'autres technologies comme ce que tu fais maintenant, je pense à la réalité virtuelle,
est une façon de développer les possibilités de la sensation. Pour moi, c'est simple. Un agent toujours eu une attitude d'expérimentation, de faire des recherches, de travailler avec les matériaux, comparer, voir, chercher à savoir qu'est-ce que ça provoque dans le public. Et tous les moyens qui sont à ma portée, je peux les utiliser et reprendre des choses anciennes aussi et les adapter. Et même aussi oublier, si je veux, suivant soit les sollicitations que je peux recevoir des matériaux ou des choses, oublier aussi ça, la préoccupation de chercher tout le temps la complicité du spectateur. C'est que ça ne devient pas une obsession et me donne tant que possible la liberté de faire des choses que j'ai envie de faire comme ça, à l'improviste, sans me poser de préalable. Ce qui s'est passé quand tu as commencé à travailler, c'est qu'autour de ton travail, et c'est peut-être le problème qui s'est passé à New York, l'œuvre crée une adhésion qui fait communauté. Dans tes travaux plus politiques, il y a des jeux, il y a des communautés qui se créent pour jouer à la démolition avec tel ou tel personnage qui apparaissait dans les figures. Avec le travail que tu as poursuivi, avec la lumière ou les travaux monumentaux, il y a une sorte d'adhésion de la communauté, de la cité, si je puis dire, qui se fait à ton tour de travail. Est-ce que ça veut dire que ce travail crée autour de lui, presque malgré lui, et grâce à toi, une sorte de fraternité? Et quel est le sens de ce qui rassemble autour de ce travail? Dans les choses que j'ai observées, surtout quand il y a des grandes expositions comme au Palais de Tokyo, ce qui a été fait l'année dernière à Miami, et d'autres, pour moi, j'ai gagné mon pari depuis que j'ai fait des choses, tu vois. Si un spectateur qui rentre dans une de mes expositions, il a un certain degré d'optimisme. Une fois qu'il a visité, il sort de l'exposition avec ce degré un tout petit peu plus grand d'optimisme, c'est déjà largement suffisant pour moi. Tu vois, c'est fraternité que tu dis, etc., mais pour moi, c'est qui a réveillé quelque chose dans les gens, de provoquer un goût dans la vie, un petit espoir de que ces problèmes personnels vont être résolus, qu'il s'est chargé de quelque chose qui peut les faire affronter des situations peut-être qui sont en attente chez lui, dans son milieu familial, professionnel, etc. C'est suffisant. Il n'y a pas une idéologie, il n'y a pas un conditionnement, il n'y a pas une volonté de modeler les têtes des gens, sinon simplement les accommoder un tout petit peu à l'intérieur de soi-même, mais pour qu'ils soient un peu plus optimistes, simplement ça. Oui, optimiste actif, parce que dans ton travail, il y a eu aussi un engagement extrêmement fort politique contre, par exemple, la torture. Je pense au tableau que tu as fait sur ce sujet-là. Et donc, c'est pas seulement une communauté parce qu'elle adhère à une esthétique, c'est aussi une communauté rassemblée pour agir contre ce qui empêche probablement cette liberté du regard et de l'appréhension physique des choses. Oui, ça c'était des situations très, très extrêmes qui s'est développées en Amérique latine, l'Argentine, le Brésil, l'Uruguay, le Chili, Paraguay, dans beaucoup de pays. Des dictatures militaires, ça c'est pas la norme, et en plus, dictatures militaires très fortes, dans lesquelles la torture c'est un espèce de système de gouvernement en permanence. Créer la peur, c'est-à-dire se mettre en situation de qu'on va d'un moment à l'autre. En Argentine, tout le monde pensait que d'un moment à l'autre pouvait, avec ou sans raison, être fait prisonnier et torturé. Et dans beaucoup de cas, des gens qui ont été faits prisonniers comme ça, la plupart des cas de façon arbitraire et illégale, ils ont disparu, ont été torturés, ils l'ont fait disparaître, jetés des avions dans l'eau du Rio de la Plata, etc.
Donc ça, on avait évoqué cette question lorsqu'on a montré les tableaux sur la torture pendant ton exposition, d'ailleurs, à l'entrée du Palais de Tokyo, dans le cadre d'une alerte contre la torture qu'on a fait avec Amnesty International, et où tu avais accepté à nouveau de t'engager et de témoigner. Je vais te poser un tableau qu'on a fait de façon collective. C'est le même principe de travail collectif avec un autre thème, avec notre finalité, avec d'autres exigences. On l'avait fait avec Gontran Neto, Alejandro Marco et Jorge Gamarra, on était quatre. Alors, je vais venir sur la façon dont toi, tu nous as torturés au Palais de Tokyo et de façon moins grave. Et lorsque nous avons décidé avec Daria de Beauvais de faire cette exposition, on nous avait mis en garde contre toi en disant que tu avais l'habitude de torturer beaucoup les commissaires. Et donc... J'ai commencé là. Hein. Je ne me rappelle pas si j'avais d'autres commissaires avant. Tu n'as pas commencé là, je crois. Parce que donc, et il y a quelqu'un que tu avais aidé, un groupe de personnes, en tout cas que tu avais torturé, je pense. C'est quand, en 72, tu avais refusé de participer à une exposition qu'on te proposait dans le musée d'en face, au musée d'art moderne de la ville de Paris, et où un de tes fils, je ne sais jamais lequel, d'ailleurs, je ne sais pas si tu l'as dit, avait lancé une pièce. Parce qu'il y avait autant de raisons de participer à cette exposition que de ne pas y participer. Et donc en 72, tu dis, remettons-nous-en au hasard, et tu as confié une pièce à un de tes enfants, qui l'a lancée en l'air, et tu as dit, stop, non? Moi, j'avais dit beaucoup de choses, mais oui, j'avais convoqué, j'avais fait un long texte d'analyse, et j'avais convoqué dans le musée le directeur du musée, Jacques Lassagne, qui m'avait invité, avec d'autres sous-directeurs, conservateurs. Et après, j'ai essayé d'impliquer dans cette décision tout ce qui était autour de moi. Côté de la famille, il y avait ma femme. Et côté des critiques d'art, il y avait des critiques d'art comme Otto Hans, Alain Jouffroy. Il y avait côté commerce d'art, il y avait la galerie d'Irénée. Il y avait aussi un artiste qui travaillait à la galerie d'Irénée Cruziès. Il y avait des amis qui faisaient la contestation parce que dans le même moment, il y avait une grande contestation contre l'exposition Pompidou. Il s'appelait ensuite 72, et dans laquelle je faisais partie parmi les artistes qui posaient des questions et que j'avais refusé de participer à cette exposition. Alors je me retrouvais dans cette situation et je ne pouvais pas accepter d'une façon comme ça, gracieuse, étant d'un côté faisant la contestation contre l'exposition Pompidou dans un lieu officiel, qui c'était le Grand Palais, et de l'autre pas loin, accepter une exposition personnelle dans un autre palais, que c'était le musée d'art moderne. Alors j'ai invité tous ces gens-là, des artistes contestataires et tout ça, et j'ai fait la lecture, et ensuite on a un enfant il était comme ça. Maintenant il est grand. Il l'a acheté tout à l'heure. Hein. Je me doutais que c'était Yamil. Oui. Et alors j'ai accepté ce que la pièce de monnaie a dit, de ne pas exposer. Alors ça a eu des conséquences extrêmement lourdes pour toi dans ta vie, puisque ce n'est que plus de 40 ans après que tu vas réexposer dans une institution française. 40 ans alors que tu vis à Cachan, à 10 km, même pas, des grands musées français. Tu exposes bien sûr en Amérique du Sud et ailleurs, mais c'est quand même 40 ans de relatif silence, un moment où une activité très publique d'un artiste qui a un succès considérable se referme. Et est-ce qu'on peut dire que c'est 40 ans de silence? Et qu'est-ce que ça veut dire dans une carrière aussi triomphale dans son début, de sentir que voilà, on ne m'écoute plus ou je ne me propose plus? Comment on vit ça? Mais pour moi, c'était seulement à Paris, en France, mais
j'ai continué mes activités un peu partout, en Italie, en Allemagne, en Amérique latine, dans différents endroits. J'ai pu continuer à donner à manger à mes enfants, à maintenir la famille, à avoir chaque fois un atelier un petit peu mieux, à les conditionner, à l'arranger et à produire des choses dans la mesure de mes possibilités, sans prétendre à... C'était pas mon priorité avant non plus d'être un très grand artiste, très célèbre et qui gagnait beaucoup d'argent. Ça, pour moi, c'était important de sauver toutes ces situations que je viens de dire et avoir la tranquillité de pouvoir continuer à travailler. Et s'il y avait des rancœurs ou s'il y avait des hostilités plus ou moins fortes dans les milieux officiels de Paris, ça ne me touchait pas beaucoup. Les gens qui pouvaient avoir des hostilités avec moi, quand je les trouvais dans des lieux officiels ou dans des vernissages, je les saluais sans rancune. C'était sa fonction, c'était sa position. Petit à petit, ils l'ont changé peut-être, d'autres ils sont partis à la retraite. Il y a quelqu'un qui sont morts, mais il y a des générations comme toi et Daria et d'autres qui n'ont pas besoin d'avoir de rancœur avec moi, même si je vous ai torturé beaucoup pour l'exposition du Palais de Tokyo. C'était horrible. Donc, contrairement à ce dont on a l'impression, parce qu'on a créé un peu, on y a contribué, j'en suis sûr, une sorte de légende, c'est l'artiste qui était devenu un peu plus solitaire, qu'on a un peu oublié, qui tout d'un coup est redécouvert. En fait, non. L'activité a été continuelle, le travail continue à se développer largement et à pouvoir être montré. Alors, mais c'est intéressant qu'on se rende compte de cela. Il y a quand même quelque chose auquel dont pour une fois tu n'es pas coupable, c'est qu'il y a eu dans les années 72 à 90 une impression qu'un certain art optique qui n'était pas le tien, puisque toi on te voyait peu en France, était devenu un art presque officiel en France. Et donc on voyait partout des artistes que tu connais parfaitement, Vasarely, Agam et d'autres qui étaient devenus des artistes qui faisaient, il n'y avait pas une affiche, un panneau de Co sans un tableau de Vasarely. Et du coup, pour les critiques d'art de ma génération, c'était devenu presque irregardable. Il y a un moment donné où l'art optique tel qu'on le connaît aujourd'hui et qui existait donc en France à ce moment-là, était devenu un art trop officiel. Est-ce que tu as ressenti ça, une sorte de retrait de la critique qui commençait à trouver que ça n'allait pas? Mais une partie, c'est lié au comportement des artistes eux-mêmes. Et des fois, il y avait, de mon point de vue, des prétentions trop exagérées. Tu vois, faire la ville, comment est-ce qu'on appelle ça? C'est comme si la ville devait être envahie par la production d'un artiste. L'artiste pouvait prétendre que sa création artistique pouvait envahir toute une ville entière. Et nous, on pensons que tout le contraire. S'il y avait des choses, il devait partir dans le sens inverse, à partir des gens qui habitent dans la ville, c'est eux-mêmes qui pouvaient, s'il y avait des circonstances favorables, dire ce qu'il voulait pour sa ville, tu vois. D'autres, ils allaient plus loin, c'est les cosmetiers qui devaient contenir sa propre imagination, sa propre création, il était projeté. Et cette situation d'amener l'art, en majuscule, tu vois, de là-haut, des artistes, des institutions vers le peuple, c'était pour nous aussi une façon de les soumettre, même si les contenus variaient, tu vois, si c'était pas l'art, si c'est pas un art d'autre époque ou différent, même c'est pas, mais c'est une façon d'imposer, tu vois. Le Pompidou, il a fait ça il n'y a pas longtemps avec une grande tante qui a mené un peu, il a fait quelques tours. Le centre Pompidou, il n'y a pas longtemps, il y a 3-4 ans. Il a fait Maintenant, quoi? c'est arrêté. Une grande tente montable qui mettait des œuvres d'art de la collection. Il l'a mené dans certains villes. Ah oui, le Pompidou, centre Pompidou mobile. Voilà. Ouais.
c'est avec cette finalité, c'est-à-dire, voilà, vous êtes ignorant, vous qui habitez loin de Paris, on va vous montrer ce qui vraiment est là et vous devez l'apprécier. Oui, tu n'apprécies pas trop ce système. Ce système. Alors, moi, je dois dire que je ne suis pas le seul, mais dans les professionnels de ma génération, il y a eu un moment où, du coup, ça a rendu cette... c'est stupide, mais c'est comme ça. On a eu l'impression que c'était devenu irregardable. Et puis, tout d'un coup... en dépit du soutien de gens formidables, Serge Lemoine, Jean-Louis Pradel et beaucoup d'autres qui ont soutenu toujours ce travail et qui nous ont dit « mais vous êtes aveugles, vous ne regardez pas, vous avez tort ». Et puis il y a eu une exposition au Centre Pompidou dans laquelle il y avait des œuvres de toi, des œuvres lumineuses, qui est une exposition sur l'Amérique du Sud. Tu te souviens de cette exposition? Oui. Et donc, c'est une exposition qui venait de New York. Oui, et qui avait été réinstallée à Paris. Non, mais pendant des années, dans un groupe qui tournait autour de l'espace latino-américain, on avait proposé de faire une grande exposition d'art latino-américain organisée à partir des protagonistes de l'Amérique latine. On a eu des révolutions avec Jacques Lannes, on a eu des révolutions avec le directeur du Musée de France, on a eu des révolutions avec le directeur du musée Pompidou, etc., etc., mais il n'a jamais prospéré cette idée. Mais c'était conçu d'une autre façon. Et par contre, ils ont accepté une exposition qui venait tout monter avec un choix d'un commissaire personnel qui a fait son choix. Par hasard, il m'a choisi moi aussi, avec beaucoup d'autres. Mais ce n'était pas le mécanisme que nous, on avait proposé. Mais l'exposition était quand même passionnante parce que pour ma part, par exemple, c'est là que j'ai vu des œuvres lumineuses de toi que je ne connaissais pas et qui étaient absolument extraordinaires et qui ont suscité beaucoup d'intérêt. Il faut se rendre compte que la communauté, pas que la communauté, ça n'a pas de sens, mais que les artistes sud-américains, entre le milieu des années 50, à partir du milieu des années 50, ont créé des groupes et une présence incroyablement active, vivante, francophile, intense à Paris, et que c'était une communauté qui finalement était exposée, mais pas très exposée, en fait. C'était assez curieux, et pourtant c'était certainement c'était extrêmement irriguant et extrêmement stimulant, je pense, pour la situation, et aussi pour la vie nocturne, puisque c'était toujours des soirées fantastiques avec ces groupes-là. Voilà. Ça vient de ce qu'on parlait avant, de l'exposition del MoMA avec William Seid, qui s'appelait Opar. Eux, les Américains, ils n'étaient pas protagonistes dans cette tendance. Alors ils ont décrété que cette tendance, il n'a jamais existé. Et en Europe, ils ont suivi cette consigne. Déjà, la première exposition qui était faite au Centre Pompidou, qui s'appelait Paris-New York, ils ont exigé que c'était eux le protagoniste de l'art contemporain. Et quand on rentrait dans cette exposition, on voyait les pionniers, je me rappelle, des cubistes, alors c'était les maîtres, les cubistes, les dadaïstes, etc. Et les Américains, c'était comme des copieurs, des petits cubistes. Et à fur et à mesure qu'ils avançaient, on arrivait à la fin, et les pop art, ça régnait, et les artistes français qui travaillaient dans cette tendance-là, c'était des tout petits. Comme il était présenté, organisé et exigé par les Nord. Sinon, ils disaient on ne prête pas des œuvres pour cette exposition. Mais ils ont fait un parcours obligatoire, et petit à petit, la France descendait, l'art européen, et l'autre qui commençait d'en bas, il montait, et dans l'actualité de l'exposition, c'est qui régnait partout. Mais attends, et dans cette exposition, cette tendance que tu parlais avant, l'art cinétique, etc., il n'était pas exposé. Et l'explication qu'il donnait Pontoussoult, que c'était le directeur du musée, c'était parce que vous, quand vous êtes allé à New York, vous n'avez pas habité l'hôtel Chelsea. Tu connais l'hôtel? L'hôtel Chelsea. Parce que vous n'avez pas habité le bon hôtel. Si on vous avait donné la bonne adresse, vous auriez été au milieu des autres, à la mode. Un petit hôtel latino-américain qui coûtait 100 fois moins cher, 10 fois moins cher. Alors, il me reste 2 questions à te poser, et puis je pense que je laisserai la parole à la salle. Je voudrais juste un petit commentaire un peu théorique sur le retrait. Alors,
je voudrais te faire parler de la beauté d'indifférence. La beauté d'indifférence, c'est-à-dire comment, dans ton travail, par rapport à l'idée très romantique qu'on a de l'art, acceptes-tu, supportes-tu le retrait de la personnalité de l'artiste? Très souvent, l'art est une expression psychologique, une expression de soi. Et puis, chez certains artistes, Duchamp, Brancusi et d'autres, c'est au contraire un retrait, et chez toi, un retrait. N'as pas voulu que ta personnalité psychique, psychologique, soit jamais mise en avant. Est-ce que c'est de la froideur? Est-ce que c'est une beauté indifférente? Est-ce que c'est une qualité de plus? Ou est-ce que c'est un défaut? Comment est-ce que tu expliques ça? C'est ce que j'ai dit avant, tu vois, c'est dans la mesure où on s'éloignait de ces prétentions-là, tu vois, ils ont laissé de côté les humeurs qu'on pouvait avoir. Si on était malade un jour, peut-être si on laissait libre cours, peut-être on aurait fait des tableaux qui auraient reflété ces maladies, ou s'il y avait des problèmes avec la famille ou avec d'autres, etc. Si on n'aurait pas résisté à être esclave de ces humeurs, tu vois, on aurait fait des choses dans cet esprit-là, mais par contre, si on se mettait à côté, on se mettait un peu en retrait, et ce qui produit, il est plus neutre. Plus il est neutre, il a plus de chances de créer un rapport avec l'autre. Parce qu'il n'est pas fermé, il n'est pas enveloppé dans une théorie, enveloppé dans des exigences, et qu'on pouvait gagner l'autre. Et si on gagnait l'autre, il pouvait avoir une évolution qui pouvait démontrer que le système qui fonctionnait, c'était vicié, c'était dominé par des groupes très petits, des intérêts particuliers, etc. Et que la création artistique, si elle arrivait à trouver d'autres systèmes valoratifs, il pouvait être différent. Mais tant qu'il se plie à les exigences du milieu, il peut y avoir des variations, mais ce qui domine cette valoration-là, en définitive, c'est celui qui a l'argent et qui peut acheter avec son argent. Il est en train de dire à tout le monde, j'ai payé très cher, alors ce que j'ai payé très cher, obligatoirement c'est une œuvre d'art. Et si vous ne le comprenez pas, c'est parce que vous essayez de passer. Dernière question, cher Julio. D'abord, avant de la dire, je dois te dire que l'exposition que tu as faite dans cette galerie Emmanuel Perrotin est extraordinaire. Elle est merveilleuse. Elle est merveilleusement organisée, réalisée, produite. Et c'était une grande joie pour moi de voir cela. Il y a quelqu'un qui t'a dit ça? Non, je l'ai vu bizarrement. Et je voudrais te dire, dans cette exposition, on sent aussi les nouveaux projets, la réalité virtuelle dont je parlais tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur l'état actuel de ton travail? Qu'est-ce que tu es en train de préparer? Est-ce qu'il y a des nouveaux projets, soit des nouveaux projets d'exposition, soit des nouveaux projets d'intervention dans la ville, soit des nouvelles idées sur lesquelles tu travailles en ce moment? Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau de Julio Leparc aujourd'hui? Mais un jour, il n'y a pas longtemps, on s'est rencontrés dans le Grand Palais. Il y avait oui, tu étais le commissaire d'un la dernière qu'il y a eu, un Grand Palais, un grand monument, voilà. À un moment, tu m'as dit, pourquoi pas toi un jour, quelque chose, tu m'as dit. Très bonne idée, oui, très bonne idée. Alors tu me demandes à quoi je peux penser encore. Moi, je m'ai mis à côté, j'ai dit je ne peux pas aborder un volume, un espace gigantesque, etc. Tu pourrais pourtant. Mais après, j'ai réfléchi, j'ai fait des croquis. Et j'ai eu une idée, tu vois, de faire une gigantesque labyrinthe. Fermer les grands... Quand les gens rentrent, ils ne voient pas les grands palais.
la coupole, les vitres et tout ça. Il rentre dans un labyrinthe qu'il doit parcourir. Petit à petit, à fur et à mesure qu'il monte, il commence à apparaître la coupole et les différentes choses à travers des propositions qui les font fractionner, les mettre en mouvement, etc. Tu vois, et faire ensuite comme une grande fête latino-américaine, de préférence, et découvrir ces couples d'une autre façon. C'est beau. Pas l'aborder. Finalement, tu trouves que c'est pas si grand et qu'on peut tout à fait s'en occuper du Grand Palais? Finalement quoi? C'est pas si grand le Grand Palais, on y arrivera, tu vas y arriver. Moi tout seul, impossible. Si tu m'aides pas, Ouais, jamais. Le labyrinthe, c'est une obsession argentine, non? C'est une obsession argentine, le labyrinthe. C'est Borges, est-ce que c'est un grand sujet argentin? Je sais pas. Mais oui, j'ai lu les Borges, c'est magnifique. Mais l'idée, c'est, pour moi, le grand labyrinthe, c'est une succession d'expériences. 10, 20, 30, 40, 50 expériences différentes. Et je crois que l'addition de ces expériences peut transformer la qualité de l'observation des spectateurs ou la relation des spectateurs avec les expériences et développer un comportement dans le sens qu'on avait parlé avant, tu vois, de créer un optimisme, qu'il se sent comme s'il était chez lui en parcourant un grand labyrinthe, etc., tu vois, jusqu'à arriver à la partie supérieure de ce que j'avais imaginé, que c'est redécouvrir le Grand Palais, mais autrement, comme si on rentrait par une petite porte, tu vois, comme si on rentrait par un petit, toute la coupole, et la multiplier, la varier. Je crois que toute ton œuvre est un labyrinthe qui nous donne une succession d'expériences. Oui, tu m'as pas dit oui que je vais faire. Merci Julio, merci à tous.